Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Il ne fait aucun doute que le cinéma de Corée du Sud est depuis maintenant près de 20 ans l'industrie dominante d'Asie. Forte de la présence de plusieurs générations de réalisateurs talentueux, d'un large vivier d'acteurs, de studios financièrement puissants, d'un public réceptif et d'une politique culturelle agressive, la Corée frappe au-dessus de sa catégorie et peut s'enorgueillir d'un considérable soft power. Grâce à cette présence et influence, les fans fidèles se multiplient. Ils enchaînent les K-dramas, écoutent de la K-pop et logiquement regardent des K-films. Mais souvent, il existe une barrière temporelle. Ces fans post-2000 ne sont tout simplement pas intéressés par ce que la péninsule produisait avant. C'est comme si les fans du cinéma hollywoodien ignoraient volontairement John Ford, Orson Welles et Frank Capra. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les raisons de ce phénomène. Pendant longtemps, la raison du désintérêt des fans pour les films coréens plus anciens pouvait s'expliquer par une raison simple. Une grande partie des films n'étaient tout simplement pas trouvables en support physique ou ne disposaient pas de sous-titres. Étant donné la productivité intense que commençait à connaître l'industrie cinématographique coréenne, et cet obstacle dans la distribution d'œuvres plus anciennes, il n'y avait effectivement pas besoin de se forcer et il était aisé de simplement se laisser porter par le flot des sorties régulières. Mais cet état de fait est maintenant et depuis un certain temps invalidé puisque non seulement un nombre croissant de films coréens pré-2000 ont été édités sur support physique, mais surtout la chaîne YouTube de la Korean Film Archive, l'équivalent local de notre cinémathèque française, a mis en ligne une quantité astronomique de films produits au XXe siècle, la grande majorité avec des sous-titres. Il suffit donc maintenant d'un simple clic pour accéder à cet univers. Et pourtant, malgré cela, la nouvelle génération d'amateurs du cinéma coréen ne semble pas se diriger en masse vers les films ainsi proposés en libre accès. La question de la disponibilité n'est donc pas suffisante pour expliquer le phénomène, et on doit donc chercher là où les raisons ailleurs. Un facteur qui pourra expliquer pourquoi les fans du nouveau cinéma coréen ne cherchent pas à pousser leurs recherches dans le temps peut être tout simplement que la qualité générale des films des décennies antérieures était effectivement nettement inférieure. Constamment sous la menace de son belliqueux voisin, sous la coupe d'une dictature militaire pendant la plus grande partie de la seconde moitié du XXe siècle, le cinéma de Corée du Sud dut gérer pendant longtemps une censure draconienne. Manifestement conscient du pouvoir du médium, le gouvernement usa constamment de la carotte et du bâton pour contrôler les studios et s'assurer que personne ne sorte du rang. Ne pouvant pas ouvertement critiquer le pouvoir en place ou peindre le pays de manière trop défavorable, devant toujours traiter les questions politiques sous un prisme nationaliste manichéen, tout particulièrement quand il s'agit de la Corée du Nord, producteurs et réalisateurs faisaient la course les pieds et poings liés. Selon les périodes, des genres considérés comme sûrs étaient privilégiés. Films de guerre formulaïques, mélodrames familiaux, romances juvéniles, imitation des films d'arts martiaux hongkongais, ou encore films érotiques. Dans ces conditions, il est même surprenant que des réalisateurs majeurs comme Kim Ki-young, Shin Sang-ok ou Jong Chang-hwa parvinrent à éclore et réaliser des œuvres tout à fait remarquables. Si, en partie à cause de ces conditions de production contraintes, un nombre important de films sud-coréens de la deuxième moitié du XXe siècle sont médiocres, les longs métrages de qualité ont eu du mal à sortir du pays et à atteindre le public mondial. En France, certaines cinématographies d'Extrême-Orient ont pu bénéficier de la verve et de la passion de cinéphiles et journalistes comme Max Tessier, Olivier Assayas, Charles Tesson, Pierre Rissian, Christophe Gans, Julien Carbon ou encore Laurent Courtiot. Ceux-ci ont fait beaucoup à la reconnaissance des cinémas japonais, hongkongais ou encore taïwanais dans l'Hexagone. Mais comparativement, le cinéma sud-coréen n'a pas eu de telle personnalité comme porte-étendard à même de restituer sa dimension historique et de lui apporter une certaine légitimité. Les festivals ont également peu contribué à la reconnaissance du cinéma sud-coréen avant les années 2000. Le premier film sud-coréen à avoir été présenté dans un festival international fut The Wedding Day de Lee Byung-il en 1956 à Berlin. 5 ans plus tard, The Stableman de Kang Dae-jin remporta l'Ours d'Argent dans l'édition du festival de 1961. Mais il s'agit d'exceptions et peu de films sud-coréens réussirent à faire leur trou dans le circuit des festivals internationaux.
Lee Do-young, par exemple, avec son The Hut, présenté à Venise en 1981, et Spinning Tales of Cruelty Toward Women, qui eut les honneurs de Cannes en 1984, n'en sortit pas grandi internationalement parlant. C'est essentiellement Im Kwon-taek qui y a rencontré un certain succès. Mandala fut présenté au Festival de Berlin en 1982, puis Le Village de Guilds Autumn en 1986. L'année suivante, ce fut La Mère porteuse qui remporta le prix de la meilleure actrice au Festival de Venise. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi, de tous les réalisateurs sud-coréens de cette génération, Im fut le seul à connaître un relatif intérêt de la part de la presse spécialisée et eut plus tard les honneurs d'une rétrospective à la Cinémathèque française. Le fait que la Corée du Sud n'ait pas eu de festival international du film d'envergure jusqu'à la création en 1996 de celui de Busan a également contribué à la relative méconnaissance critique et populaire de son cinéma. On peut également deviner ce qui retient une partie des fans à se plonger dans le cinéma de la Corée du Sud pré-2000 en regardant de plus près comment celui des décennies suivantes est devenu populaire. Le phénomène du Hallyu, cette vague d'enthousiasme pour la culture populaire coréenne, commença à la fin des années 1990 grâce au succès de séries télévisées à travers l'Asie. Fort du soutien actif du gouvernement et des chaebol, l'équivalent coréen des zaibatsu japonais, un authentique star system se mit en place. Musique, séries télévisées et cinéma se stimulèrent les uns les autres pour créer des vedettes populaires et commercialement très rentables. Elles permirent la popularisation de nouveaux standards de beauté à travers l'Asie puis dans le monde entier. Des standards et un star power qui n'étaient clairement pas les mêmes si on regarde les acteurs et actrices des années pré-2000. Dans le même temps apparut une nouvelle génération de cinéastes. Authentiques cinéphiles nourris de cinématographie américaine, européenne, hongkongaise et japonaise, souvent plus que celle de leur propre pays, formés dans des universités et écoles spécialisées, ils s'emparèrent de genres populaires. Le polar, le film d'action, la comédie romantique. Pour cette nouvelle génération, la forme a autant d'importance que le fond, et ils savent concilier impératifs commerciaux et ambitions artistiques pour un résultat plus facilement digestible pour le public local et international. Cette montée en puissance du cinéma sud-coréen a également bénéficié de la baisse parallèle de qualité des autres cinématographies d'Asie. Le cinéma japonais de la période a connu un certain succès grâce à la J-horreur, mais a peiné à se distinguer en dehors de cette mode fantastique. Quant au cinéma hongkongais, il était au creux de la vague après un âge d'or ultra productif et peinait à se réinventer. La nature ayant horreur du vide, le développement du cinéma sud-coréen tomba à point nommé pour prendre la pole position du cinéma asiatique à la place de ces deux cinématographies, statut qu'il conserve encore aujourd'hui après près de 20 ans. Au final, est-ce que cela vaut le coup de s'intéresser au cinéma sud-coréen pré-2000 ? La réponse est bien sûr oui. Mais il faut avoir bien conscience qu'on fera face à un cinéma bien différent de celui du siècle suivant. Moins techniquement abouti, moins glamour, moins adepte des codes narratifs et culturels occidentaux. Il nécessite un peu plus d'efforts pour s'y immerger pleinement, mais recèle des œuvres de qualité qui seront à même de stimuler vos émotions et votre réflexion. Voici 5 films de cette période, un pour chaque décennie post-guerre de Corée, qui méritent d'être découverts et peuvent vous servir de porte d'entrée dans l'exploration de ce cinéma. Une fleur en enfer. 뭐야? 응? 형. Produit en 1958, le film suit Dong-sik, un ancien militaire juste après la guerre de Corée, qui erre dans un Séoul dévasté à la recherche de son frère et se retrouve à côtoyer les milieux criminels de la ville. Réalisé par Shin Sang-ok, qui deviendra pendant la décennie suivante un des nababs du cinéma sud-coréen, Une fleur en enfer propose une vision réaliste de l'état du pays, peu après la guerre, dans une approche comparable au néo-réalisme italien. Bien que le réalisateur s'enfonce dans les franges les moins recommandables qui peuplent la ville, il parvient à capter l'humanité de ses personnages et permet à ses acteurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, à l'image de Choi Eun-hee dans le rôle de la troublante et fascinante Sonia.
Les funérailles à la Koryo. Kim Ki-young est un des réalisateurs sud-coréens les plus prestigieux des années 1960 grâce à des œuvres comme La Servante ou La Femme de Feu, traitant des problèmes de classe, de confrontation entre tradition et modernité auxquels était confrontée la Corée du Sud. Les funérailles à la Koryo est une œuvre à part dans sa filmographie et généralement inscrite dans un contexte contemporain puisqu'elle se passe dans une Corée ancienne, quasi moyenâgeuse. On y suit une mère et son fils intégrer une famille plus riche afin de survivre à la famine qui ravage le pays. Mais leur présence attise la jalousie des 10 fils qui se mettent à martyriser leur nouveau frère adoptif. Le film a des airs de conte ténébreux accentués par un tournage quasi intégralement en studio et un noir et blanc de toute beauté. La description qu'il donne de l'humanité fait froid dans le dos, à peine sauvée par la relation forte qui unit mère et fils. The March of Fools. Les années 1970 furent la pire période pour le cinéma de Corée du Sud, avec des studios totalement bridés par le gouvernement de Park Chung-hee et un box-office en chute libre. Parmi les histoires d'amour conservatrices et les films d'auteurs opaques ou répétitifs produits durant cette décennie, The March of Fools fit office d'une brise d'air frais, d'un vent de liberté dans le petit monde du cinéma sud-coréen. On y suit 2 étudiants dans leurs aventures quotidiennes et leur rencontre de l'amour. À la fois léger, amusant, mais également révélateur de l'ambiance répressive qui régnait dans le pays à l'époque, The March of Fools fut une véritable lutte pour son réalisateur, Ha Kil-chong, qui dut abandonner près de 30 minutes de métrage en salle de montage pour satisfaire la censure. Ha Kil-chong était considéré comme un des cinéastes les plus talentueux de sa génération, mais il n'eut jamais l'occasion de démontrer son plein talent, étant donné qu'il décéda en 1979 d'une crise cardiaque à l'âge de 38 ans. 예쁘게 생겼네요. 제 작으신 모양인데. Seoul Rainbow. 날 믿어줘. 난 이제 널 믿지 않아. Les années 1980 furent une décennie de transition pour la Corée du Sud, avec une dictature toujours agressive mais sur le déclin. La parole commença donc à se libérer chez les cinéastes du pays, et certaines œuvres commencèrent à toucher des moments les plus difficiles qu'avait connus la Corée du Sud. Dans le même temps, la dictature mit en place une politique de divertissement basée sur le sport et le sexe, ce qui valut une production importante de films érotiques. Seoul Rainbow de Kim Ho-sun embrasse ces 2 facettes a priori contradictoires de l'industrie. L'héroïne, Yura, est une jeune fille avec l'ambition de devenir une star et qui accepte de se compromettre avec un homme puissant pour atteindre son objectif. Mais le climat politique du pays va finir par la rattraper. La première moitié du film adopte la structure classique de la fille de province traditionnelle et naïve qui va se brûler les ailes dans une grande ville matérialiste et sans scrupules. Un concept déjà bien exploité dans le cinéma coréen des années 1970 et 1980. Mais le film se distingue de la masse par son illustration fascinante de la transformation économique que connaissait le pays, et surtout par l'intégration frontale des problématiques politiques dans sa seconde moitié qui noircit encore davantage un tableau déjà bien peu reluisant de la société coréenne de l'époque. Notre héros défiguré. 우리 학교 반도 안 되잖아. 그래도 이 지역에선 제일 큰 학교야. 빨리 와. Adaptation d'un best-seller de Lee Mun-yeol publié en 1987, notre héros défiguré suit Han Byung-tae qui va assister à l'enterrement de son ancien professeur d'école. Il se remémore ses années dans l'établissement, quand sa classe était sous l'autorité d'un élève autoritaire du nom de Hom Sok-dae. Le film et le livre peuvent se voir sous 2 angles différents.
comme un drame scolaire touchant servi par des enfants acteurs convaincants, mais aussi et surtout comme une métaphore de la dictature militaire de Park Chung-hee. C'est cet aspect qui est le plus fascinant, de par la description complexe qui en est donnée, où les intérêts des victimes et des bourreaux se mélangent pour maintenir une sacro-sainte stabilité. 저를 모두 버린 나는 하루하루 반을 걷돌며 기회를 노렸지만 괴롭게도 그 기회조차 쉽게 나타나지 않았다. Je vous souhaite un bon voyage dans cet autre cinéma sud-coréen et vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.